Voilà. Je salue les personnes qui sont dans la salle du théâtre Albert Camus, qui assistent en direct à cette conférence. Je commence par présenter mes excuses parce que Madame Grimbert, qui devait assurer cette conférence, est malheureusement à l'hôpital et qu'elle ne peut pas assurer, comme elle le voulait, cette présentation du thème qu'elle a choisi, du refuge au piège pour la maison des enfants d'Isieux. Alors, quelques petites indications que j'aurais faites si le professeur Anne Grimbert avait été présente. Je lui aurais présenté, j'aurais dit que Madame Grimbert est une professeure émérite. Elle a donc spécialisée en histoire moderne, histoire contemporaine, et qu'elle est spécialisée, qu'elle connaît parfaitement bien le sujet d'Isieux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça faisait partie de ses études et de sa thèse, puisqu'elle a fait une thèse sur les camps d'internement en France, les camps d'internement essentiellement dans le sud de la France, dans la zone dite libre. Et elle a donc sorti un ouvrage sur ce thème. Et puis, dans les années 90, elle a beaucoup travaillé avec les institutions, et en particulier avec la Maison d'Isieux, dont elle fut la première conceptrice de l'exposition. La Maison d'Isieux a ouvert en 1994, donc nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la Maison d'Isieux, et Anne Grimbert, que vous voyez au centre de la donc, entre à gauche le président François Mitterrand, à sa droite, pardon, le président François Mitterrand, et à sa gauche Sabine Zatin, qui fut la première directrice. Donc, Anne Grimbert a été la conceptrice de la première exposition qui a eu lieu donc en avril 1994 lors de l'inauguration de cette maison dédiée à la mémoire des enfants d'Isieux. Et nous allons grâce au texte que Madame Grimbert nous a transmis, donc tous les documents, tout ce que je vais vous lire, donc le PowerPoint qui va suivre, est en fait réalisé par Anne Grimbert. Je n'ai fait que le présenter. Donc vous m'excusez, je n'ai pas la voix aussi douce que Anne Grimbert, et on va essayer de parler des différentes choses qu'elle a préparées. Alors, globalement, ça va durer à peu près 1 heure, peut-être moins, peut-être, j'espère pas plus. Et nous allons commencer par parler du contexte. Alors, je lis donc le texte de Madame Grimbert. L'histoire tragique des 44 enfants juifs arrêtés avec leurs 7 éducateurs le 6 avril 1944 dans la maison d'Isieux s'inscrit dans un double contexte. Celui de la politique antisémite du gouvernement du maréchal Pétain, dont vous allez voir ici quelques méfaits, donc la loi du 3 octobre portant sur le statut des Juifs, l'internement des Juifs étrangers, etc., etc. Et donc sur l'image à droite, vous voyez ce que veut dire être juif. Ça veut dire avoir des grands-parents juifs, un certain nombre, combien. Donc il y a toute une description. Hein. Donc, quand on dit que les juifs étrangers pourront être internés, il faut définir ce que c'est qu'un étranger, ce que c'est qu'un juif. Alors, l'étranger, c'est relativement facile, puisque l'étranger, c'est que celui qui n'a pas de nationalité française. Mais quand on regarde de près, ça se complique, puisque le gouvernement de Pétain, par décret, a enlevé la nationalisation française à tous les juifs qui avaient été nationalisés à partir de 1927. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas tout à fait très clair, hein, puisqu'on peut changer la nationalité des gens, ça par simple décret. Bon, donc ce premier volet s'accompagne évidemment de lois qui vont interdire aux Juifs un certain nombre de choses, évidemment le port de l'étoile juive, l'arianisation des entreprises, la spoliation des Juifs avec le mobilier que vous voyez sur l'image à gauche, l'interdiction aux enfants de jouer dans les espaces, et des espaces réservés. Les enfants n'ont pas le droit d'aller partout. Il faut porter, évidemment, la mention juive sur les papiers d'identité, etc., etc., etc. Donc, il y a d'une part
ce qui se passe en France, en liaison, nous dit Madame Grimbert, avec la politique antisémite et qui va être une... Pardon, voilà, voilà, qui est en liaison avec la politique d'extermination conduite par les nazis. Alors, on a en France des camps d'internement et en Allemagne des camps d'extermination. Hein, en Allemagne, en Pologne. Donc, et les camps d'extermination vont être alimentés par des juifs qui viennent de France et d'ailleurs. En France, ils viennent de Drancy, le camp de Drancy, qui vont arriver à Auschwitz-Birkenau. Alors, à partir de mars 42, les convois de déportation vers les centres de mise à mort se succèdent dans le cadre de la mise en œuvre de la solution finale de la question juive. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, les recherches historiques ont démontré la complicité active entre le gouvernement de Vichy et les autorités d'occupation allemandes. Alors, on va passer maintenant aux enfants d'Isieux et Madame Grimbert va s'intéresser à la typologie des enfants qui sont arrivés à Isieux. Voilà, donc on va essayer de trouver une typologie, donc dire à peu près quelles sont les origines des enfants qui sont arrivés à Isieux. Alors, il y a 4 grandes familles, les familles qui sont arrivées de l'Est européen, notamment de la Pologne entre deux guerres, des réfugiés d'Allemagne à partir de 1933 ou d'Autriche après l'Anschluss, hein, donc après l'annexion par les nazis de l'Autriche, après des Juifs venant également d'Allemagne, mais du Pays de Bade et du Palatinat, puisque ces régions ont été Judenrein en octobre 1940, et puis il y a des Juifs qui sont originaires d'Algérie. Alors, les familles immigrées de l'Est européen viennent en particulier de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de Russie, et ils sont venus dans l'entre-deux-guerres. Certains enfants sont nés dans les pays d'origine de leurs parents, et parfois, après un premier séjour de quelques mois ou quelques années en Belgique, sont venus s'établir en France. D'autres sont nés dans ce pays d'accueil, la France, comme terre considérée comme terre des libertés. Ils sont donc français, conformément à la loi du sol, jusqu'à ce que Vichy prive de leur citoyenneté française tous ceux qui l'ont acquise après 27. Parmi les 44 enfants arrêtés le 6 avril 1944, 23 sont apatrides et 21 sont français. Étant donné le temps qui est imparti à cette conférence, il n'est pas possible de s'attarder sur le cas de chacun des enfants d'Isieux. On va donc en citer quelques-uns brièvement ou au moins mentionner leur nom. Parmi les enfants d'Isieux originaires d'Europe orientale, on peut citer notamment les deux frères Bulka, Marcel et Coco. Marcel, son prénom d'origine, c'est Mayer, né en 1930 à Caliche, et le petit Albert, dit Coco, qu'on voit ici. Hein, donc Mayer est à gauche, hein, sur la photo, et Coco au centre, né en 1939 dans la province de Liège, en Belgique, où leur père a immigré en 1929 pour travailler dans la sidérurgie et où il a été rejoint quelques mois plus tard par son épouse Reisel et leur fils aîné. En mai 40, devant l'avance des troupes allemandes, la famille Bulka part s'installer en France. Au terme du décret-loi du 4 octobre 1940 sur l'internement des ressortissants étrangers de race juive, tous ses membres sont arrêtés et internés dans le camp de Rivesaltes, dans le sud de la France, près de Perpignan, ouvert à l'intention des familles. Puis les deux garçons sont transférés au solarium marin, une maison d'enfants de Palavas-les-Flots dans l'Hérault, maison dirigée par Sabine Zlatin, une assistante sociale d'origine russe, qui s'emploie à faire libérer les enfants internés de concert avec l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE. La bienveillance de plusieurs responsables au sein de la préfecture de l'Hérault facilite leur transfert dans ce département. Âgée de 39 ans, la mère des deux garçons, Reisel, est déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 38 en date du 11 septembre 1942, après avoir été transférée dans le camp de Drancy quelques jours plus tôt. Resté seul, le père, Moïsek, 42 ans,
et qui a été envoyé à Gurs, puis déporté le 4 mars 1943 par le convoi 50, est acheminé vers le centre d'extermination de Sobibor. Marcel et Coco ont donc respectivement 12 et 4 ans. Ils sont orphelins. Nina. Nina Aronowicz, née en 1932 à Bruxelles, est elle aussi d'origine polonaise. Inquiets de la maison croissante qui pèse sur eux, ses parents, Leib et Michele, la confient à une connaissance qui, à son tour, la confie à Madame Zlatin, laquelle accueille la petite dans la maison d'enfants de Lauzé, à Campestre, dans le Gard. Leib et Michele Aronowicz multiplient les démarches pour pouvoir émigrer aux États-Unis, à l'instar de plusieurs autres membres de la famille. Malheureusement, leurs efforts restent vains. Transférée en zone occupée quelques jours plus tôt, la mère de Nina est déportée le 12 septembre 1942 par le convoi numéro 31. Son père subit le même sort le 7 décembre 1943, parti dans le convoi numéro 64. Ils sont l'un comme l'autre assassinés à Auschwitz-Birkenau. Arrivée à Isieux le 7 juin 1943, la petite Nina, ignorant le sort de sa mère, écrivait à ses parents dans une graphie et une orthographe impeccable. Vous avez la lettre devant vous. Je suis contente d'être ici. Il y a de belles montagnes et c'est des montagnes, on voit le Rhône qui passe, c'est très très beau. Hier, nous sommes allés nous baigner au Rhône avec Mademoiselle Marcel, c'était l'éducatrice. Dimanche, nous avons fait une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de Paulette et de 2 autres petits et on a joué beaucoup de pièces et c'était bien beau. Et bientôt, nous allons aller nous promener pour toute la journée. Nous prendrons le dîner, le goûter et le souper. Je mange très très bien. Je suis contente d'être ici. Autre famille, autres enfants, Maurice et Liliane Gerenstein. Maurice sont tous deux nés en France, Maurice en 1931 et Liliane en 1933. Leurs parents, Chaps et Schendle, sont originaires d'Odessa. Ils tentent d'échapper au danger et de protéger leurs enfants en allant de refuge en refuge. Paris, Nice, puis Évian-les-Bains, où ils sont arrêtés en novembre 1943, alors que leurs enfants sont à l'école. Transférés à Drancy, ils sont déportés par le convoi numéro 62 le 20 novembre. Le 1er décembre 1943, soit 10 jours après la déportation de leurs parents, les 2 enfants sont accueillis à Isieux. C'est là que Liliane rédige son émouvante lettre à Dieu, véritable supplique qui a été retrouvée dans la maison après la rafle et que je vous propose d'écouter. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil, et s'il fallait compter le nombre de bontés et de gentillesses que vous nous avez faites, il ne finirait jamais. Dieu, c'est vous qui commandez. C'est vous qui êtes la justice, c'est vous qui récompensez les bons et punissez les méchants. Dieu, après cela je pourrais dire que je ne vous oublierai jamais. Je penserai toujours à vous, même au dernier moment de ma vie. Vous êtes pour moi quelque chose que je ne peux pas dire, tellement que vous êtes bon. Vous pouvez me croire. Dieu, c'est grâce à vous que j'ai eu une belle vie avant, que j'ai été gâtée, que j'ai eu de belles choses, que les autres n'ont pas. Dieu, après cela, je vous demande qu'une seule chose, faites revenir mes parents, mes pauvres parents, protégez-les, encore plus que moi-même, que je les revoie le plus tôt possible, faites-les revenir encore une fois. Ah! Je pouvais dire que j'avais une si bonne maman et un si bon papa. J'ai tellement confiance en vous que je vous dis un merci à l'avance. La lettre de Liliane Gerenstein est présentée dans le cadre de notre exposition qui a lieu au théâtre Albert Camus et vous pouvez encore la visiter dimanche, lundi et mardi de 14h30 à 18h. Alors, revenons à la famille Gerenstein. Le père, Chaps Gerenstein, est musicien professionnel. Il devient membre de l'orchestre d'Auschwitz.
Il sera le seul survivant de sa famille. Libéré par la Croix-Rouge suédoise le 1er mai 1945, il est rapatrié le 2 septembre à Paris. Il décide peu après d'émigrer aux États-Unis. Il s'installe à Los Angeles, où il adopte le nom de Alexander Gerens et il y fait une carrière de compositeur. En 1977, il remplit au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, une feuille de témoignage sur chacun de ses enfants. C'est ce que vous voyez sur votre écran. Donc, on voit bien ici qu'il s'agit bien du père qui témoigne que sa fille, là c'est Liliane, qui a été déportée. Alors, on passe. Parmi les enfants d'Isieux, dont les familles sont originaires, elles aussi, de l'Est européen, Madame Anne Grimbert cite Max Marcel et Jean-Paul Balsam, nés respectivement en 31 et 33. Henri, de son vrai nom juif, Chaim et Joseph Goldberg, nés en 1930 et 1932. Mina et Claudine Allenbrauer, 1935 et 1939. Isidore Kargeman, né en 34. Alice Jacqueline Louchkart, née en 33. Paula et Marcel Marmelstein, nés en 34 et 37. Gilles Sadowski, né en 35. Sarah Schussklapper, née en 33, qui va fêter son 11e anniversaire à la colonie d'Isieux. Max et Hermann Tettelbaum, nés respectivement en 31 et 33. Max va nous laisser beaucoup de dessins. Charles Weltner, 1934. Émile Zuckerberg, né en 1938. D'autres enfants sont issus de familles réfugiées d'Allemagne après 1933 ou surtout d'Autriche à partir de 1938. Parmi elles, Martha et Senta Spiegel, nés en 1933 et 1935 à Vienne en Autriche. Leur père, Aaron, origine d'Ukraine, y a immigré à la fin des années 20, avant de partir s'installer en Belgique, d'où toute la famille est expulsée vers la France le 17 mai 1940. Internés successivement à Breims, à Rivesaltes, puis au camp d'Émile, les parents sont déportés le 25 septembre 1942 par le convoi 37. Seul le père Aaron survivra après avoir été transféré d'Auschwitz-Birkenau dans le camp de travail de Gross-Rosen. Autre personne, autre enfant venant d'Autriche, Georgi Alpern. C'est peut-être le mieux connu des enfants d'Isieux. Il est né à Vienne le 30 octobre 1935. Il est le fils de Julius et de Séraphine Friedman. Souffrant de tuberculose, Séraphine est soignée au sanatorium de Hauteville, qui s'appelle l'Espérance, qui est dans l'Ain, situé non loin d'Isieux. Son mari, dentiste de profession, est affecté à un groupement de travailleurs étrangers, autrement dit affecté aux travaux forcés, où il est employé à des travaux agricoles. Georgi est l'un des rares enfants de la maison d'Isieux à pouvoir entretenir une correspondance régulière avec ses parents. Et nous avons beaucoup de lettres de Georgi qui ont été retrouvées après la guerre par Serge Klarsfeld auprès de ses parents qui ont survécu à leur fils. Voilà 2 lettres, une à son père, une à sa mère. Il écrit ainsi à son père. Cher papa, je viens de recevoir la carte qui m'a fait un grand plaisir. Je suis bien arrivé à Isieux. Il fait très beau ici à Isieux et c'est joli. On fait la sieste tous les jours et on est sur la montagne. Chez maman, il doit faire frais à Hauteville. Je m'amuse bien et je suis en bonne santé. Et si tu peux, envoie-moi un cahier s'il te plaît. Je t'embrasse de tout mon cœur, Georgi. Il écrit à son père, il écrit également à sa mère. Alors, les 2 lettres sont datées à un jour près, paraît-il, d'après les historiens. Et il écrit la chose suivante à sa maman. Chère maman, je suis bien arrivé à Isieux. Je regrette que je ne suis pas près de toi chaque jour. Je m'amuse bien et je suis en bonne santé.
La guerre sera La bientôt guerre finie, sera je bientôt viendrai finie chez et je toi viendrai chez toi et on ira à Vienne et on sera réunis. Grand-mère ne sera Grand-mère plus ne seule. sera plus seule. Il fait très chaud Il à fait très Isieux, je chaud n'ai à pas fait Isieux, très je bon n'ai pas fait voyage. très bon Je voyage. t'embrasse de Je tout mon t'embrasse cœur, de tout mon Georgie. cœur, Georgie. Julius, le père, et Séraphine Alperne ont survécu tous les deux à la guerre, comme je vous l'ai dit précédemment, et après avoir espéré en vain le retour de leur fils, ils ont tout fait pour entretenir sa mémoire. Particulièrement ému par le sort de cet enfant, Serge Klarsfeld lui a consacré un livre que l'on peut voir dans le hall de l'exposition, dans lequel il a notamment publié une partie de ses dessins et de ses lettres. Les familles de Hans, dit Jeannot à la colonie, Hans Ament, né en 1934, Renate Eliane Kroschmal, 35 et 37, Sigmund Springer, 1936, sont elles aussi originaires d'Autriche. Le troisième groupe, ce sont des familles expulsées du pays de Bade et de Palatinat les 22 et 23 octobre 1940 et transférées autoritairement en France où elles ont été immédiatement internées dans le camp de Gurs. Je viens de recevoir la carte. Egon Gamliel, né en 1934 à Argenschwang et dont les deux parents Ernst et Gertrude sont transférés à Drancy depuis le camp d'Émile près de Marseille, sont déportés par le convoi numéro 20 en date du 17 août 42. Parmi les autres enfants, on peut citer Paul Niedermann, né en 1927 à Karlsruhe, à la frontière de la France, expulsé vers la France avec ses parents, ses grands-parents maternels et deux de ses tantes, ainsi que son jeune frère Arnold. Après avoir été transféré à Rivesaltes, il est accueilli dans la maison de Palavas et devenu chef de famille après la déportation de ses parents et le décès de ses tantes. Il autorise les Quakers à organiser le départ d'Arnold pour les États-Unis où vit une sœur de leur mère. Très proche de Miron Latin, qu'il a appris à seconder dans les travaux agricoles, notamment dans les centres de l'Orte, il est accueilli à Isieux, mais déjà âgé de 16 ans et rendu très visible par sa haute taille, il est exfiltré vers la Suisse en juillet 43, ce qui le sauvera. Ses deux amis, Arnold et Théo, font quant à eux partie de ceux qui sont arrivés le 6 avril 44 et déportés sont arrêtés, le 6 avril 44 et déportés sans retour. Arnold Hirsch est le fils de Max et d'Ida Harf, la sœur de la mère d'Egon Gamliel qu'on a vu tout à l'heure. Les 4 adultes sont déportés par le même convoi, numéro 20, 17 août 42. Theo Reiss a été expulsé vers Gurs avec sa mère et sa grand-mère Johanna, qui sont déportés ensemble le 14 août 42 dans le convoi 19. Autres enfants d'origine du Palatinat, Sami Aldeshhammer, Max Leiner, Fritz Lovmann, Otto Wertheimer, victimes de l'opération qui s'appelle Burkel-Wagner. Et nous arrivons enfin au dernier groupe dans la typologie que Anne Grimbert a organisé, celui des familles originaires d'Algérie ayant acquis collectivement la citoyenneté française au terme du décret Crémieux du 24 octobre 1870, lequel a été aboli par le gouvernement de Vichy le 7 octobre 1940, et les Juifs algériens donc sont devenus apatrides. Qui étaient français, elles sont venues s'installer en métropole à la fin des années 20 et dans les années 30, poussées au départ par l'antisémitisme croissant en Algérie et espérant construire pour leurs enfants un avenir meilleur à Paris ou à Marseille. Parmi ces enfants, on peut citer les 3 frères, Ben Guigui, Jacques l'aîné, Jean-Claude et Richard. Leur mère, Fortunée Messaouda, née Chouraki en 1904 à Oran, est arrêtée à Marseille et déportée le 31 juillet 1943 à Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 58. Cobaye d'expérimentation médicale, elle a survécu. De mémoire, avant l'arrestation de sa mère, son fils aîné Jacques lui a envoyé cette lettre que nous vous présentons ici et qui est donc aussi reproduite dans l'exposition. Maman, ma chère maman, je sais combien tu as souffert pour moi et en cet heureux jour de la fête des mères, je te lance de loin mes meilleurs vœux du fond de tout mon petit cœur d'enfant.
J'ai fait, étant loin de toi, maman chérie, tout mon possible pour te faire plaisir. Quand tu m'as envoyé des colis, je les ai partagés avec ceux qui n'avaient pas de parents. Maman, ma chère maman, je te quitte en t'embrassant bien fort, ton fils qui te chérit. Les trois frères avaient une petite sœur, Yvette, née le 12 mai 1941 à Oran. Elle est confiée aux bons soins d'une famille d'Isieux qui prend soin d'elle affectueusement jusqu'à la fin de la guerre et qui survivra. On peut aussi rappeler le nom de Barouk Raoul Benitou, qui est là, né le 17 mai 31 à Pilakao en Algérie et arrivé en métropole en 1937 avec ses parents, Abraham et Rachel Sultan. La famille compte 8 enfants et s'établit à Marseille où elle mène une vie très très modeste. Arrêté lors de la rafle du Vieux-Port qui se déroule entre le 22 janvier et le 24 janvier 1943, Abraham et ses deux fils aînés, Maurice et André, nés respectivement en 22 et 23, sont déportés le 23 mars 43 par le convoi 52 qui est dirigé sur Sobibor. Une autre fratrie est originaire d'Algérie, Esther Elie Jacob Benessayag. Ainsi, par-delà leurs différences d'origine géographique et culturelle, ces enfants et ces adolescents ont tous vécu l'exil, l'internement souvent, l'angoisse, la séparation d'avec leurs parents. En mai 1943, Miron et Sabine Zlatin, en liaison avec l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, ouvrent dans le département de l'Ain la maison d'enfants d'Isieux, située dans le hameau de l'Élinaz, à 800 mètres du village. Il bénéficie du soutien du sous-préfet Pierre-Marcel Vilser, qui s'emploie à les aider de son mieux. L'endroit paraît bien choisi en termes de sécurité. Jusqu'en novembre 1942, Isieux était situé en zone dite libre et non loin de la Suisse. On voit ici la situation géographique d'Isieux et sur la carte, la répartition de la France coupée en trois zones, la zone allemande, la zone libre qui est devenue la zone occupée et par les Allemands, et puis la zone occupée par les Italiens. De novembre 42 à septembre 43, soit au moment de la création de la maison d'enfants, Isieux est englobé dans la zone d'occupation italienne. La persécution anti-juive n'y est pas trop féroce. Il y a une répartition des rôles entre Sabine Zlatin et son mari, Sabine et son mari Miron. Sabine se charge plutôt des relations avec l'extérieur, service administratif, organisation d'entraide et d'assistance. Miron, quant à lui, gère l'intendance, parcourant chaque jour des kilomètres à bicyclette pour aller de ferme en ferme, acheter de la nourriture et cultivant un potager à côté de la maison. Le couple Zlatin est secondé par des éducateurs et des éducatrices, ainsi que par une jeune femme médecin et son frère étudiant, Sarah Suzanne Reifmann et Léon Reifmann. Voilà. Donc ici, Suzanne et Léon. Le couple Zlatin, donc, et tous les éducateurs permettent aux petits pensionnaires de reprendre une vie quasi normale entre jeux, dessins, cours, assurés par une jeune institutrice remplaçante, Gabrielle Perrier, qui dépense son enseignement dans une classe unique. Les enfants n'ont pas été admis à l'école du village. Maurice Gerenstein et Max Balsam sont internes au collège de Belay. Les grands adolescents aident Miron aux travaux agricoles. Le confort est assez rudimentaire. Dans cette ancienne colonie de vacances, on fait sa toilette dehors à la fontaine et le chauffage est réduit à son strict minimum. Mais l'atmosphère est conviviale, voire joyeuse parfois. On voit les enfants ici, dont Jacques Benguigui sur la gauche, qui est déguisé. Et Jordi Alpern, qui est là, souriant au premier plan, témoigne. Je me porte bien, je m'amuse bien. À Noël, on a fait des fêtes, on a joué des pièces et on a bien mangé. On a mangé du pain d'épices, du chocolat, de la pâte de coin, un sac de bonbons. On a bu de l'Ovomaltine et on a donné des jouets. Moi, j'ai reçu une boîte de peinture et un cahier de dessin. Es-tu en bonne santé? La carte de bonne année était très belle, j'ai répondu à papa. Il tombe pas encore de la neige,
Je mange bien, je dors bien, je suis bien, on fait des promenades le jeudi. Puis le dimanche. On se lève à 7 heures. Le matin, on boit du café, une tartine avec de la confiture, à midi des fois du potage, un légume, du dessert, à goûter du pain avec du chocolat, du lait, le soir une soupe, un légume, du fromage blanc. Je t'envoie 1 milliard de baisers. Ton fils qui t'aime beaucoup. Voilà, donc Georgie écrit à ses 2 parents, donc là, c'est une lettre à l'un des 2 parents, et il écrit à l'autre parent. Il y a des grandes montagnes et le village est très joli. Il y a beaucoup de fermes, on va des fois se promener à Brigny-Cordon. La maison est très belle, on va chercher des murs noirs et blanches et rouges. Je t'embrasse de tout mon cœur, Georgie. Jusqu'en 1944, date de la dernière liste du registre de présence tenu par Miron, 105 enfants ont séjourné à la colonie des Yeux. Celle-ci est souvent un lieu de passage dans le cadre d'un réseau de sauvetage plus vaste, composé d'autres maisons, de familles d'accueil ou de filières de passage en Suisse. Mais le 8 septembre 1943, l'Italie capitule et l'armée allemande occupe aussitôt les départements de l'ancienne zone italienne. Les persécutions antisémites s'y intensifient. À partir du début de l'année 1944, plusieurs événements inquiétants se produisent en quelques semaines dans les environs d'Isieux. Le 7 janvier, le docteur Albert Bendriem, médecin installé depuis 1941 à Glandieu, situé à 3 km de l'Élinaz, où est située la maison des Yeux, est arrêté alors même qu'il bénéficiait d'une dérogation pour poursuivre son activité. Incarcéré au fort Montluc à Lyon, il est transféré à Drancy, puis déporté le 3 février par le convoi numéro 67. Il soignait plusieurs enfants de la colonie, entre guillemets, et avait peut-être conservé des fiches nominatives. Le 8 février, soit 1 mois plus tard, la Gestapo fait irruption au siège de l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, à Chambéry. Cet organisme, qui centralise toutes les institutions juives non strictement cultuelles, conserve des listes mentionnant les noms et les adresses des Juifs qu'elle secourt, y compris les Latins et les pensionnaires de la maison d'Isieux. Même si les responsables ont tenté de les détruire, il n'est pas certain que toutes ces traces aient disparu. Le 6 mars 1944, le sous-préfet Pierre-Marcel Vilser est soudainement muté à Châtellerault, et avec son départ, la maison d'enfants perd son principal protecteur au sein de l'administration, son successeur ne partageant pas son approche bienveillante. L'œuvre de secours aux enfants, qui subventionne la grande majorité des enfants et des adolescents de la colonie via l'UGIF, insiste de plus en plus fermement sur la nécessité de disperser au plus vite la colonie. Après l'avoir longuement hésité, Samins Latin se laisse convaincre et part à Montpellier, début avril, pour tenter de trouver d'autres lieux d'accueil. Un tour de garde est institué à partir d'une fenêtre du 2e étage de la maison, permettant de voir la route qui monte à l'Élinaz. Mais, au matin du 6 avril 44, premier jour des vacances de Pâques, il semble que personne ne fasse le guet. C'est le premier jour également des vacances scolaires. Léon Reifmann vient d'arriver avec Max Balsam, et Maurice Gerenstein, qu'il a récupéré au passage au collège de Belay. La cloche vient de sonner pour appeler les enfants aux tables du petit déjeuner. C'est alors que des hommes de la Gestapo et des soldats de la Wehrmacht, une quinzaine environ, accompagnés par 3 hommes en civil, arrivent soudain dans la cour avec 2 camions et une voiture. Mitraillettes au poing, vociférant et hurlant, ils embarquent tout le monde, sauf Léon Reifmann, qui réussit à s'échapper en sautant par une fenêtre. Les 44 enfants présents, âgés de 4 à 17 ans, et 7 adultes, sont raflés et emmenés au fort Montluc. Puis, après avoir été transférés à Drancy,
Ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau. La grande majorité d'entre eux, 30 enfants et 4 adultes, sont déportés par le convoi numéro 71 le 13 avril 1944. On va revenir un tout petit peu en arrière pour voir les dessins des enfants à Isieux. Ces dessins qui ont été retrouvés juste après la rafle et qui ont été recueillis par Sabine Zlatin et qu'elle a déposé 40 ans plus tard, en 1987, à la Bibliothèque nationale de France, dans le fonds qui constitue le fonds Zlatin à la BNF. Donc, ce sont des dessins. Il y avait parmi les enfants, des enfants assez doués pour le dessin, même très doués, en particulier les dessins de Max Tettelbaum, on a une cinquantaine, une soixantaine de dessins de Max, qui s'inspirent évidemment du cinéma de l'époque, du Far West ou des exploits de l'aviation. Des dessins d'un autre enfant très doué qui s'appelait Octave, qui a signé Octave Vermet, qui s'appelait en fait Otto Wertheimer. Et puis on a des dessins qui sont pas indiqués. Celui-là en particulier intrigue beaucoup parce qu'il est en anglais et on ne sait pas de qui il est anonyme. Et puis parmi les dessins, il y a des dessins qui sont tout à fait particuliers, qui ont été constitués en forme de rouleau, comme on voit ici, et qui ont constitué avec un système de projection ce que les enfants appelaient la lanterne magique. La lanterne magique, c'était des histoires, comme celle d'Ivan Sarevitch. Alors, l'histoire d'Ivan Sarevitch, pour ceux que ça intéresse, elle sera présentée à l'exposition dimanche prochain à 15 heures et à 17 heures. C'est un petit film d'animation qui a été créé à partir des dessins et qui est projeté, qui dure 11 minutes et la bande son est réalisée par les enfants de Vaux-en-Velin, les enfants issus d'un collège de l'immigration. Voilà. Des dessins, et nous arrivons à la rafle du 6 avril et ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est que les enfants, comme je viens de le dire, et les adultes sont passés par Montluc et à Drancy. Un certain nombre de messages de Drancy nous sont parvenus. Le premier message qui nous est parvenu, c'est celui de Miron, qui arrive à écrire en disant: voilà, je suis autorisé à recevoir un colis alimentaire avec les objets suivants, et il décrit une ceinture, etc. Ce colis devra porter l'adresse suivante pour être remis à Miron-Zlatin, camp de Drancy, je me porte bien. Une autre carte datée du 13 avril au matin, c'est-à-dire le jour où la plupart des enfants sont déportés à Auschwitz, et c'est comme une bouteille à l'encre, c'est une lettre qui est adressée par Suzanne Sarah Reifman-Levent, la doctoresse de la colonie, qui est adressée à Sabine Zlatin, et dans laquelle elle dit: je pars pour une destination inconnue, c'est peut-être Metz. Elle ne savait pas, évidemment, où elle allait. Donc, en 1944, les déportés de Drancy ne savaient pas quelle était la destination. De tous les personnes qui ont été déportées, une seule reviendra. Elle s'appelle Léa Feldblum. Et là, on a le télégramme qui nous raconte qu'elle va revenir. Alors, Miron-Zlatin part avec Theo Reiss et Arnold Hirsch en direction de l'Est par le convoi numéro 73 le 15 mai, c'est-à-dire un mois plus tard. Le cheminement de ce convoi 73 est longtemps resté méconnu, nous dit Anne Grimbert. Ils sont convoyés vers les pays baltes et assassinés pour partie à Kaunas, en Lituanie, et pour partie à Reval, qui est aujourd'hui la ville de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Donc seule la monitrice Léa Feldblum reviendra de déportation. Il faut signaler que lors de son arrestation, celle-ci était munie de faux papiers, qui étaient très bien faits, elle s'appelait Marie-Louise de Coste, et que c'est elle-même qui a révélé sa véritable identité pour ne pas être séparée des enfants. Alors, bien sûr, la question qui se pose, et qui est à l'esprit de tous les enfants, mais qui a dénoncé la colonie d'Isieux?
Elle se pose cette question dès le lendemain de la rafle. Préciser que après Isieux, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, après Isieux, Sabine Zlatin est devenue responsable de l'accueil à l'hôtel Lutetia pour accueillir tous les réfugiés tous les déportés qui revenaient des camps. Donc, on va continuer d'explorer ces différentes choses et on est sur ce qui se passe en 1946. En 1946, Sabine Zlatin inaugure un mémorial à Brégnier-Cordon qui se trouve en contrebas de la maison d'Isieux, environ 2 kilomètres. Ce monument a été réalisé par un sculpteur d'après un dessin de Sabine Zlatin, qui était une artiste, qui avait fait ses études à Nancy, là où elle avait rencontré Miron. Lui, il était ingénieur agronome et elle était artiste. Et donc, elle fait faire ce monument où il est écrit « Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. » Il se passe, après un certain nombre d'années, où on cherche à savoir ce que sont devenues les personnes responsables de cette arrestation, en particulier Klaus Barbie. Et Klaus Barbie, que l'on retrouve ici avec sa tenue de lieutenant SS, eh bien Klaus Barbie a été recruté par les services secrets américains pour faire de l'espionnage à leur profit et pour espionner les communistes qui s'étaient implantés jusqu'en Allemagne. Et donc Barbie, qui connaissait parfaitement bien les filières, disait-il, était devenu un des membres de l'ancêtre de la CIA et qui donc espionnait pour le compte des Américains. Les Français réclamaient Barbie pour les crimes qu'il avait commis, mais la France n'a pas été suivie dans sa requête parce que Barbie était protégé par les Américains sous prétexte qu'il aurait pu livrer des secrets sur l'organisation des services secrets américains. Et donc les Américains ont décidé, quand les demandes françaises étaient trop pressantes, d'exfiltrer Klaus Barbie vers la Bolivie. On voit dans le centre la photo de Klaus Barbie avec sa famille. Il est bien portant en Bolivie, il se porte bien, il dirige une entreprise et il est très très bien portant. Et il a donc le grade de lieutenant-colonel parce qu'il rend service aux forces secrètes du président bolivien. Forces secrètes, ça veut dire torture, exécution en tout genre, et Barbie est un grand spécialiste en la matière. Au bout de quelques années, grâce au travail et à l'énergie de Serge Klarsfeld et de Beate Klarsfeld, on arrive à repérer Klaus Altmann en Bolivie et un journaliste, Ladislas de Hoyos, arrive à avoir une interview de ce Klaus Altmann qui fait de l'import-export, qui est une célébrité, enfin quelqu'un de connu en Bolivie. L'interview se déroule en espagnol. Klaus Altmann répond aux questions et à un moment donné, le journaliste lui dit, il lui montre une photo, et c'est la photo de Jean Moulin, et il lui dit, est-ce que vous connaissez cet homme? Alors Altmann prend la photo, la regarde et il y laisse ses empreintes. Et à ce moment-là, quand Ladislas de Hoyos revient en France, il a la preuve que Altmann et Barbie sont la même personne. Et donc, il va se passer 10 ans, un peu plus de 10 ans, même 15 ans, jusqu'en 70-83. En 1983, Barbie est extradé de Bolivie. Il est mené en France. Il arrive à la prison de Montluc sur instruction de Robert Badinter, qui est ministre, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice, la prison de Montluc, où avaient séjourné les enfants d'Isieux. Il va y rester un certain temps, le temps de l'instruction, qui va durer 4 ans, des centaines et des centaines et des centaines de pages. Barbie est inculpé de 3 chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation, c'est le 9 février 1943, à l'initiative de Barbie. Un certain nombre de Juifs sont pris dans une nasse dans la rue Sainte-Catherine. Parmi les personnes arrêtées,
il y a un certain Simon Badinter, qui est le père de Robert. Donc, Simon Badinter, déporté à Auschwitz, dont il ne reviendra pas. Le deuxième chef d'inculpation sur Barbie, c'est les enfants d'Isieux, dont on a parlé. Et le troisième chef d'inculpation, c'est le convoi numéro 78, le dernier convoi de déportation qui est parti de France, qui est parti de Lyon, à l'initiative de Barbie, alors que déjà les troupes allemandes faisaient retraite. Et donc ces trois chefs d'inculpation sont notifiés à Barbie lors de son procès, où il refuse de comparaître. Donc l'avocat, enfin, le président du tribunal le fait venir de force, je dirais, le premier jour, mais après il refuse de comparaître. Et l'avocat général dit: Monsieur Barbie, vous avez le droit, vous êtes un justiciable comme un autre. Si vous ne voulez pas comparaître, vous ne comparaîtrez qu'au moment où le président du tribunal vous en donnera l'injonction, mais si vous ne voulez pas, vous ne paraîtrez pas. Et donc Barbie a été absent de tout le procès. Serge Klarsfeld dit: ça a permis aux témoins de s'exprimer avec beaucoup plus de liberté. Bon, à l'issue du procès, eh bien, les témoins de ce procès, ici sur cette photo, on a vraiment des témoins de tout premier plan. À côté de Beate Klarsfeld sur la gauche, vous avez Madame Ita Alaon-Brenner, dont deux enfants, deux filles, Mina et Claudine, toutes petites, étaient à la maison d'Isieux. Les garçons ont été arrêtés par les nazis, presque tous, il y en a un seul a survécu. Et Ita est venue avec Madame Klarsfeld à La Paz pour témoigner et faire reconnaître Barbie. À côté d'elle, on a Fortuné Benguigui, dont on a parlé tout à l'heure, la mère des trois jeunes enfants qui ont été donc Jacques, Jean-Claude et Richard, qui ont été déportés le 6 avril. Et sur la droite de cette photo, on trouve Léa Feldblum, la seule éducatrice qui est revenue d'Auschwitz. À côté, on présente le télégramme qui a permis de confondre Barbie, dans lequel il dit: mission accomplie, j'ai arrêté 44 enfants. Quel fait glorieux que celui-ci. Mais en tout cas, c'est ce télégramme qui a permis de confondre Barbie et de montrer qu'il était responsable de cette arrestation, de cette déportation. Barbie va rester en prison deux ans, il va mourir en 1989. Pendant ce temps-là, Sabine Zlatin et un certain nombre d'autres personnalités, dont Pierre-Marcel Wilzer, qui devient président de l'association des Amis d'Isieux, vont se battre pour créer un lieu mémoriel. Ils vont être aidés par de nombreuses personnalités, en particulier des personnalités, on dirait aujourd'hui du showbiz. Je pense en particulier à Guy Bedos, qui a beaucoup fait pour faire connaître cette histoire et qui a beaucoup fait pour que la souscription nationale qui a été faite puisse remplir ses objectifs, à savoir le rachat de la maison d'Isieux. Ce rachat a été effectif en 1990, après quelques années de travaux. La maison d'Isieux, le mémorial de la maison d'Isieux, est inauguré par le président François Mitterrand, en compagnie de Jacques Chirac et de Madame Zlatin. Derrière, on voit ici Pierre Truche, l'avocat général au procès. Et puis, une extension du musée a été construite. Donc c'est François Hollande qui inaugure cette extension en 2015. Voilà ce que Madame Anne Grimbert voulait vous transmettre comme information, et elle a complété cette information par quelques livres. Donc voilà, à gauche, le livre de Serge Klarsfeld, Les enfants d'Isieux, paru en 1987. Quelques années plus tard, un autre document qui est écrit par une journaliste qui s'appelle Dominique Messica, qui raconte l'histoire de Gabrielle Perrier, l'institutrice d'Isieux, qui est restée institutrice du 18 octobre 1943 à la rafle du 6 avril. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le 6 avril étant le premier jour des vacances, Gabrielle Perrier, dont les parents résidaient juste à côté, elle avait 21-22 ans, elle habitait chez ses parents quand elle n'était pas institutrice, elle est retournée chez ses parents. Voilà, La colonie des enfants d'Isieux, je ne connais pas ce livre. La maison d'Isieux, ici, c'est le catalogue de la maison d'Isieux,
Et puis, il y a un certain nombre de documents, Le voyage sans retour, des enfants d'Isieux. Il y a des bandes dessinées qui sont sorties. Enfin, il y a tout un tas d'ouvrages qui concernent les enfants d'Isieux que vous pourrez retrouver dans le hall de l'exposition qui est présenté ici à Maurepas, à Albert Camus, au théâtre Albert Camus. Et en particulier, je vous recommande l'ouvrage de Samuel Pintel. Samuel Pintel qui fut un enfant à Isieux, qui y est arrivé le 18 novembre 1943, qui en est parti fin janvier 1944, sauvé par la voisine de palier de sa maman, qui avait reçu un message alors que sa maman était dans ce qu'on appelait le camp Léviton, c'est-à-dire un camp de travail forcé à l'intérieur de Paris. Elle avait réussi à faire passer un message à Jeanne Bosselu, qui était sa voisine, et Jeanne Bosselu est allée chercher à Chambéry Samuel Pintel, l'a ramené à Paris, évidemment avec tous les risques que comportait cette mission de sauvetage qu'elle a magnifiquement honorée. Et Samuel Pintel raconte cette histoire avec beaucoup d'émotion et remercie évidemment cette personne, cette famille qui lui a sauvé la vie. Et puis à droite, vous avez Alexandre Alaun-Brenner, donc l'un des rares survivants de la famille qui comportait une grande fratrie, je crois qu'ils étaient 6 ou 7, et c'est le seul qui a survécu. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ceux